Le pavillon tricolore français, bleu, blanc, rouge, je sais pas si vous savez d'où ça sort. Parce que moi, avant cet épisode, absolument pas. C'est littéralement les couleurs de Paris, donc le rouge et le bleu qui encerclent le blanc, alors couleur de la royauté et donc par conséquent de la monarchie. Comme pour le contrôler quoi. Et en vrai à la base, c'était même pas dans cet ordre, mais rouge, blanc, bleu du coup, et un type du nom de Jacques-Louis David a trouvé ça plus sympa d'inverser les couleurs en 1794. Alors pourquoi vous expliquer tout ça? Parce qu'en gros, vous l'aurez compris, en 1789, quand tes vieux prenaient la Bastille, notre drapeau actuel n'existait pas. Et pourtant, dans Assassin's Creed Unity, il n'est pas rare de le voir flotter un peu partout dans les rues de Paris. Et ce genre de détail anachronique, le jeu en est rempli. À l'époque, certains politiques, enfin surtout Jean-Luc Mélenchon à vrai dire, se sont levés contre ce qui leur paraissait être un bafouement de l'histoire française. Et ça a donné lieu à de gros débats dans les médias. Certains qualifiant même le titre de cauchemar des historiens. Non mais sans déconner, toujours plus. Et si ce cas est probablement un des plus médiatisés, ayant carrément donné lieu à un bouquin, les approximations dans les jeux vidéo sur la réalité, aussi bien historique que contemporaine, sont pourtant légion, allant parfois même jusqu'à soulever des questions tierces comme le potentiel racisme des développeurs d'un titre. Enfin, ça peut vraiment aller loin. Et parmi les derniers exemples en date de polémique autour d'un titre sur sa véracité historique et son réalisme, on trouve le dernier bébé d'une série de jeux de guerre parmi les plus connus du monde vidéoludique. Et à raison. Salut tout le monde, je m'appelle Simon et aujourd'hui on va parler de Battlefield. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter cette incroyable série qu'est Battlefield. Plus de 17 ans d'existence, 15 standalone à ce jour, et alors la liste des extensions, je peux pas vous la faire. Ça s'est essayé au free-to-play, au solo immersif, au TPS cartoon multi, et même plus récemment au Battle Royale. Et à travers autant de conflits que tu peux en imaginer. Du moderne fictif, les deux guerres mondiales jusqu'au Vietnam, et même du futuristique ou du police contre bandit. Et toujours par les Suédois de DICE directement ou non aux commandes, sous la houlette d'EA. C'est aussi eux qui ont pondu Mirror's Edge, un Medal of Honor, les récents épisodes de Battlefront et Shrek sur PS2. Bah merde, c'est une des séries de jeux vidéo avec lesquelles j'ai parmi mes plus vieux souvenirs de joueurs. Faut croire que le système de réincarnation de personnages de Battlefield 2 Modern Combat m'a sacrément marqué. Alors que la même année je découvrais Call of Duty 2 Big Red One et que je réussissais à convaincre ma mère de me laisser acheter Black. Il y avait clairement de la concurrence en 2005. Mais c'est au final la série de Treyarch et Infinity Ward qui reviendra dans ma vie le plus tôt avec l'inimitable Modern Warfare. Enfin ça, c'était jusqu'à ce qu'une des sections les plus connues du jeu vidéo fasse son apparition un an plus tard. À vous. Non, je crois qu'on a perdu Sweetwater. Répétez ça à vous. Oubliez ça, terminé. Sweetwater! Désolé, sergent. Je suis là, sergent! Et je crois que vous feriez bien de venir me rejoindre. Bon, ça vaut le coup, j'espère. Acta non verba. J'ai mieux retenu ça que quoi que ce soit en 2 ans de latin au collège. Jusque-là, Call of Duty et Battlefield jouaient dans la même cour dans mon esprit. Mais quand Redford, Sweetwater, Haggard et Preston font parler la poudre, là c'est créé la différence. Call of Duty, c'était Hollywood. Battlefield, c'était juste différent. Drôle dans sa narration, avec ses bras cassés de la Bad Company, mais puissant et sans pitié dans ses affrontements où pour la première fois, envisager d'exploser un mur pour en déloger son adversaire n'était plus un fantasme, mais une réalité. Alors avec le temps, Call of Duty est devenu ce jeu technique, d'arcade pur où le soldat ne pèse rien, manie toutes les armes sans souci et d'une précision et d'une agilité hors norme, ce qui a fait son succès finalement avec le temps. Là où Battlefield est devenu l'expérience même du foutoir du conflit avec un grand F, d'un côté la précision de Ghost, de l'autre la spontanéité et maladresse de Redford. Les soldats sont lourds, les cartes immenses et surtout progressent au fur et à mesure en ruée, créant une vraie ligne de front semblable à l'enfer. Dans la forêt, en courant pour le front, tout est devenu calme. Le terrain porte les cicatrices de l'affrontement qui vient de le quitter. Les arbres sont arrachés, les bâtiments en ruine et la terre retournée. Vous courez encore jusqu'à passer devant un char ouvrant le feu sur le bâtiment d'en face, y créant un trou béant. Un hélicoptère passant rase-motte déchaîne le feu sur les rangs ennemis, alors que vous avez à peine le temps de vous abriter avec votre escouade dans un trou fraîchement creusé par un mortier. Dans quelques secondes, la course reprendra de plus belle entre les balles. Battlefield a su développer un aspect nettement plus collaboratif que Call of Duty. Vous vous retrouverez bien plus efficace en équipe. Le soldat solitaire est fragile et jouer le plus de victimes ne vous aidera pas forcément à gagner la partie. Savoir ouvrir des sentiers, tenir une position avec son char ou ramener d'entre les morts son escouade pris en étranglement dans un bâtiment. Oui, pour toutes ces raisons, plus le temps a avancé, plus j'ai préféré être le soldat dans tout dans Battlefield que le soldat d'élite dans Call of Duty. Bad Company 2 poursuivra l'excellent travail du 1, devenant à l'époque le premier jeu de la série à passer les 5 millions de copies vendues. Puis Battlefield atteindra son apogée dans une rame de métro, avec le 3e épisode principal, le plus vendu de la série. Culte, sans aucun doute. Encore à ce jour, pour beaucoup de ceux l'ayant pratiqué, ces stations parisiennes demeurent la carte de FPS la plus marquante jamais jouée. Comme ces dizaines de minutes dans le cockpit d'un F-18 n'ont laissé personne de marbre. Et l'épisode 4 affirmera la capacité de la série à faire dans le grand spectacle avec son building chinois réduit en poussière au milieu des combats urbains.
Mais ça faisait 4 épisodes que la franchise consacrait à des conflits modernes et la série commençait à tourner en rond malgré la tentative hardline. Jusqu'à ce que... Quoi de mieux pour nourrir l'essence de la violence de la guerre à la BF que le contexte de l'une des plus atroces d'entre elles jamais engendrées. Jusque-là, la grande guerre dans le jeu vidéo, c'était Verdun, Soldat Inconnu dont on a déjà parlé ici, ou quelques jeux de strat. Autant dire que ça courait pas les rues. Alors voir un mastodonte s'y inviter, ça pouvait que donner envie. Et le 21 octobre 2016, le pari était réussi. Les différentes histoires proposées dans le solo, à la puissance des affrontements comme jamais atteint auparavant dans un jeu du genre, c'est comme si DICE avait voulu nous faire comprendre manette en main que sur un tel champ de bataille, personne n'était maître de son destin. Je me souviens m'être surpris à avoir eu cette réflexion. À ramper dans la boue, les alliés qui tombent un à un, traverser le gaz moutarde et finir par succomber d'une grenade me tombant pile face au visage. De réaliser à quel point, pour certains de nos grands-parents, l'apocalypse a jonché une partie de leur vie. Évidemment, je me suis demandé si Irénée, mon arrière-grand-père ayant parcouru les tranchées, à quel point ce que je vivais à travers mon écran se rapprochait vraiment de son expérience de la guerre. Comme c'était prévisible, la tonne de vidéos What's Wrong in Battlefield 1 History sur YouTube m'attendait. Et ça choquait pas vraiment grand monde, ça faisait des vues pour les plus curieux sur YouTube et c'est tout. Alors que le 23 mai 2018, ce fut une toute autre histoire. 1,5 million de dislikes et près de 5 fois moins de vues que son prédécesseur. Coup dur alors que l'an dernier, Call of Duty réussissait un comeback fracassant sur la même guerre historique. Et vous savez pourquoi ? Tout ça seulement dû à une image. Cette femme aux peintures de guerre bleue, équipée d'une prothèse de fortune. La qualité du trailer en soi est discutable. Trop saturé, mal rythmé, aucune musique marquante, ça reste dans tous les cas subjectif. Mais cette femme sur le champ de bataille et son bras, ça a foutu un sacré bordel. Et je vous parle même pas du British qui sort un katana, des centaines et des centaines d'articles et de vidéos ont fleuri sur pourquoi ce trailer était mauvais et surtout ce que foutaient ces anachronismes et ces imprécisions sur la guerre la plus connue d'entre toutes dans ce trailer. Hashtag Not My Battlefield est apparu, soulevant alors naturellement la question, c'est quoi ton Battlefield alors ? Et en fouillant dans les forums du jeu, voici sur quoi je suis tombé et qui résume assez bien le problème. Parce que Battlefield a toujours été attaché à l'authenticité. Ce terme, authentique, revient souvent accompagné de celui de réalisme. Authentique, dont la vérité, l'exactitude ne peut être contestée. Réalisme, caractère de ce qui est une description objective de la réalité. Et c'est là que ça pose problème. Ok, personne n'a jamais critiqué Battlefield de ne pas être réaliste quand on ramène d'entre les morts d'une simple piqûre de morphine un camarade tombé au combat, parce que ça sert le gameplay. Mais malgré tout, paradoxalement, avec l'évolution qu'a suivi la série et ses derniers épisodes, beaucoup ont cru voir en la franchise une volonté de se rapprocher, au moins visuellement ou historiquement parlant, de la guerre telle qu'elle est ou était, se penchant vers davantage d'authenticité. Mais la série n'a-t-elle seulement un jour prétendu l'être ? Les semi-automatiques, les combats d'assaut de maison en maison, les dirigeables plus efficaces que des AC-130 dans Battlefield 1 n'ont pas autant posé problème. Alors que, historiquement parlant, c'est plutôt foireux. Et on reste très loin du massacre et du traumatisme qu'a été cette guerre, sans quoi vous seriez en convulsion après votre premier deathmatch. Mais c'est passé, et à retourner la question dans tous les sens, je n'y vois qu'une seule explication. Parce que cette vision du premier conflit mondial était cohérente. Du moins avec l'idée que l'on se faisait de la Grande Guerre. Dans les Assassin's Creed, qui se vendent comme proches de l'époque qu'ils traitent, quasiment aucun joueur n'a pesté devant les plaques des rues parisiennes anachroniques ou le drapeau tricolore. Parce que notre image de cette révolution comprend ces symboles, aussi imprécis soient-ils à ce moment donné. Seuls certains ont été scandalisés, alors que pour l'écrasante majorité, comme moi, n'apprenant l'erreur qu'à posteriori n'ont pas vu leur vision de cette période bouleversée. Quand Kingdom Come est sorti, ayant basé l'intégralité de son marketing autour de sa véracité historique, certains ont accusé Vavra, le directeur du studio, de racisme parce qu'ayant omis la présence de personnes non blanches à cette période dans la région, aussi mineure soit-elle. Et encore une fois, pour la grosse majorité de la clientèle du jeu, alors à la recherche de réalisme historique, quasiment personne n'a été choqué. Parce que cette absence de personnes de couleur en bohème du XVe siècle paraissait cohérente avec l'image qu'on peut se faire du monde chevaleresque de cette époque. On chercherait davantage à voir ce que l'on sait de ce qu'il aurait pu être. Et si je veux pousser, durant la Seconde Guerre, ben oui, des femmes ont combattu, aussi bien dans la résistance de certains pays que dans les armées d'autres. Jack Churchill, dit Mad Jack, se battait à l'épée en Europe. Alors pourquoi pas un katana sur le front ouest ? Et oui, des prothèses ont été posées et des soldats ont sûrement combattu avec. Mais dans l'imaginaire collectif, la Seconde Guerre mondiale, c'est « il faut sauver le soldat Ryan », Band of Brothers, pas ça. Chaque œuvre se voulant retranscrire un événement est forcément réinterprétée, même un minimum, par ses auteurs. Et c'est ce qu'avait fini par dire Gabrielson, manager général chez DICE, que Battlefield traitait toujours de leur interprétation de la guerre. Pascal disait de la peinture, quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. N'importe quelle représentation artistique, d'une peinture à un film en passant par les romans, un jeu vidéo abordant l'histoire d'un événement, d'un lieu sera presque systématiquement romancé, adapté et idéalisé à ce que l'on voudrait y voir. Et à la fin, c'est même de ça dont on se souviendra le mieux. L'art. Un jeu vidéo doit être pris pour ce qu'il est.
une copie volontairement imparfaite de notre monde. Parce qu'à imiter trait pour trait notre réalité, l'art perdrait beaucoup de ce qui fait sa force. Il serait peut-être rendu à la plus ennuyeuse des créations. L'essentiel d'une œuvre n'est sûrement pas de prendre mot pour mot ce qui nous est montré, mais d'y voir une fenêtre, une interprétation du monde. Au final, il s'agissait surtout d'un énorme malentendu entre ce que la série devenait et ce qu'en imaginaient les fans. Même moi, j'avais trouvé ce trailer franchement étrange, alors que cette série est de loin ma favorite quand il s'agit de jeux de guerre. L'art façonnera toujours notre vision de l'histoire, et il est aussi, à mesure que le temps passe, ce qui finira de l'écrire. L'imaginaire que vous avez d'un événement dans votre esprit n'en est sûrement qu'une seule des 1000 facettes, voire une construction mentale pure. Alors si Battlefield n'est pas un bon miroir de la réalité, je ne lui enlèverai jamais qu'il fera toujours monter d'un cran mon adrénaline sur le plus prenant des terrains virtuels. Qu'importe l'histoire qui est sa toile de fond, cette série restera pour moi, pour longtemps encore, le meilleur des champs de bataille.